en évidence sa vision. Et pour le deux, justement, j'allais dire, pour le candidat déclaré à la présidentielle justement de février 2024, c'est bien cela, le chemin qui va mener le Sénégal au Natangé, entendez par là la prospérité économique, mais également sociale, mais également agricole, mais également énergétique, non sans tenir compte également de l'avenir des jeunes. Depuis quelques années et que j'ai exprimé dans un ouvrage. Vous comprendrez, monsieur le modérateur, que je ne peux pas lire le livre. Je ne peux pas également parler du livre parce que c'est 130 pages. Donc le livre sera donné à tous les leaders déjà politiques qui donneront leur appréciation. Et je vais terminer dans le livre par une phrase. Je ne cherche pas à avoir raison. Mais je cherche à ouvrir le débat politique. Et bon, je pense que depuis quelque temps, quand même, le Sénégal a besoin d'un débat de confrontation d'idées programmatiques. Et nous sommes obligés d'y confronter. C'est le temps des programmes, c'est le temps de la confrontation, parce qu'on est à 5 mois de l'élection présidentielle. On va aller vers le parrainage la semaine prochaine. Bon, j'ai pensé que pour avoir le parrainage, il faut quand même proposer quelque chose aux Sénégalais sous forme de vision. Parce que le livre, ce n'est pas le programme. Le programme va sortir au mois d'octobre. C'est 2 tomes. Le tome 1, c'est ma vision, mes engagements, mes priorités et en fait les accords populaires. Mais le tome 2, octobre, ça va être le programme détaillé sur la vision. Parce que la vision et le programme est différent. Pourquoi les accords populaires? Parce que nous sommes pour la démocratie populaire. Nous avons créé un parti politique sur la base d'un diagnostic de la situation des partis politiques depuis 20 ans au Sénégal. Pour avoir fait, diriger le mouvement des jeunes d'un grand parti comme l'AFP pendant presque 5 ans, et pour avoir comprendre le mode opératoire utilisé souvent contre les jeunes et pour les jeunes. Vous savez, quand on est responsable des jeunes, souvent, on est simplement le bras armé du leader. C'est difficile d'être ingénieur et être responsable des jeunes. Souvent, c'est très difficile. Parce que souvent, c'est... En fait, comme me disait un mentor politique, un jeune ne doit pas faire de stratégie. Comprenez que, ça dit qu'il faut insulter et insulter. Quand tu es dans la stratégie, tu n'es pas aimé. C'est normal. Ça, c'est le diagnostic primaire de la responsabilité en tant que jeunesse politique. Pourquoi les accords populaires? Parce que nous voulons une plateforme inclusive. Nous ne voulons pas renverser la pyramide. Nous voulons que, par nos informaticiens, qui vont être une plateforme où tous les 133 accords populaires seront sondés dans la plateforme. C'est-à-dire qu'on va proposer de l'accord 1 à l'accord 133 dans le digital, que les Sénégalais puissent dire que nous sommes d'accord sur l'accord, nous sommes contre l'accord. Voilà l'accord populaire. Et la validation se fera dans un mois. Si on valide les 133 accords, et puis on fera des programmes sur la base des accords validés. Sur la base des accords validés. C'est pour cela que, en fait, nous avons proposé un format simple, qui n'est pas une littérature compliquée, parce qu'on a fait des propositions sur des priorités que nous avons pour le Sénégal, sur le plan institutionnel. On a proposé 9 institutions pour l'avenir du Sénégal. Ça peut être discutable, je disais tout à l'heure que je ne cherche pas à avoir raison. Moi j'ai envie qu'on me dise que nous ne sommes pas d'accord avec vous. D'ailleurs le but cherché c'est ça. Que quelqu'un me vienne me dire, un candidat, que ce que tu as proposé, ce n'est pas bon pour le pays. Et puis, essaie de me convaincre sur la base de son programme, lui. Parce qu'on va arriver à ce niveau-là. La présidence de la République, le Premier ministre, l'Assemblée nationale, le Conseil supérieur religieux, et là je m'arrête, le Conseil supérieur religieux. On l'a proposé, ça va être sujet à débat, parce que nous avons pensé que notre justice a un problème de confiance institutionnelle. Maintenant, comme il y a des difficultés, nous appelons les khalifes généraux des
dans les chambres criminelles, les khalifes généraux sont représentés pour vérifier est-ce que les magistrats font le travail du peuple. Parce que la justice doit être dévolue par le peuple. Nous avons proposé comme 5e institution le Conseil national de la justice. Et là, ce n'est pas. J'ai vu des candidats qui ont proposé le Conseil supérieur de la justice et qui s'arrêtent sur le fait que la justice est une affaire des magistrats, des avocats, voilà, tout ça. Mais nous allons plus loin. Nous pensons que la justice est une affaire nationale. C'est pour cela que nous avons proposé le Conseil national de la justice comme 5e institution, qui sera présidé par le recteur de l'université de Dakar, par l'un des recteurs des universités de droit de Dakar, qui n'est pas magistrat et qui sera en rotation sur 2 ans. Parce qu'on ne peut pas aller vers une élection du président du Conseil, parce que nous connaissons les contreparties politiques. Un président du Conseil national de la justice qui fait campagne et qui gagne une élection pour présider cette institution aura des contreparties à rendre à quelques membres qui l'ont soutenu. Donc nous voulons simplement que cette institution soit dirigée par rotation par l'un des recteurs des universités de droit du Sénégal. Maintenant, c'est les professeurs d'université qui verront chaque 2 ans celui qui va diriger le Conseil national de la justice. Et ce Conseil national de la justice aura des représentants de tous les corps de la société. Déjà, le Conseil de surveillance religieuse, les magistrats, les avocats, les professeurs d'université, les journalistes doivent être représentés dans le Conseil supérieur. Les pêcheurs doivent être représentés. Et le jury doit être constitué par tirage au sort par des personnes épris de paix et de justice. Nous avons proposé comme 6e institution l'Assemblée régionale des terroirs, qui sera une assemblée où tous les maires des régions seront représentés. C'est-à-dire qui va remplacer le conseil départemental qui, en fait, me semble être une institution qui a des dotations, mais qui n'a pas de politique, de compétences proprement déclinées dans les transferts de compétences. Donc le conseil départemental va être supprimé. On propose une assemblée régionale des terroirs, où seront représentés tous les maires de la région. Les membres de cette assemblée seront les maires des régions. Nous allons proposer comme 7e institution le conseil citoyen dans les quartiers, dans les communes, qu'on ait un conseil citoyen. L'Assemblée nationale, on a évolué un peu sur le nombre parce qu'on a proposé qu'on évolue vers 200 membres, 200 députés. Je pense que ça va être discutable. Les gens vont dire qu'on a augmenté le nombre de députés. Non. On a augmenté, nous, par notre conviction, le nombre de députés à 200, mais on a changé le système d'élection des députés parce qu'il n'y aura plus de liste nationale. Les députés seront élus dans les arrondissements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Parcelles, Mamadou Gaye original, Parcelles, Plateau est un arrondissement, et puis le député sera élu au suffrage universel direct. On va distribuer, on va répartir les 552 communes en 200 circonscriptions. Chaque circonscription, on aura un député à élire là-bas et qu'il n'y aura pas de liste nationale. Donc le député, c'est le journaliste, le commerçant qui a envie d'être député pour son terroir, et de battre campagne et de gagner la solution pour aller à l'Assemblée nationale. Cela pour éviter que demain, qu'on vienne nous dire que bon, Goudiaby est le député d'Edjefal. Je sais qu'il n'est pas député d'Edjefal. Dédié n'a pas cette conviction, je le connais bien. Pourquoi nous dire demain que, bon voilà, il y a un député du président de la République. Les députés doivent émaner des circonscriptions et au niveau des communes. Donc voilà les 9 institutions qu'on a proposées sur le plan de l'institution institutionnelle. Sur le plan économique, parce qu'on va traiter 3 parties, parce que je disais au modérateur que je ne peux pas exposer le livre, comprenez que sur 20 minutes, qui est prévu pour donner mon orientation, ma vision sur le livre, je ne peux pas développer sur 130 pages, donc c'est pas. Donc je viendrai sur les détails, sur les parties les plus importantes. La loi sur la parité sera rediscutée au niveau des mouvements féminins pour aller vers cette possibilité donnée aux partis politiques de pouvoir, s'ils ne respectent pas cette loi, puissent payer une amende, comme ça se passe au niveau
Donc, je ne dis pas qu'il faut supprimer cette loi, mais cette loi doit être rediscutée. Donc, c'est un débat que nous posons, un débat courageux. Bon, je pense qu'on aura peut-être des spires des mouvements des femmes, mais voilà, la balle est lancée. Maintenant, les gens vont en parler. C'est les propositions que nous avons faites. Et nous avons proposé également, sur le plan économique, que l'agriculture soit le moteur de la croissance économique. Vous savez, je pense que la 13e législature, toutes les lois des finances, peut-être qui sont passées, on a eu l'occasion de participer en tant que membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale, et l'agriculture qui était dans le PSE, le pilier de la croissance économique, en termes d'investissement, si je vous donne des chiffres, le ministère de l'Agriculture, en fait, a un budget d'investissement en transfert capital et transfert courant de moins de 60 milliards d'investissements. On ne peut pas vouloir dire que notre pilier économique, c'est l'agriculture, et mettre 50 milliards. Nous avons même 350 milliards à 400 milliards. 20% du budget, 20% du budget national. C'est ça. En termes d'investissement, je veux dire. On ne peut pas régler ça sans la maîtrise de l'eau. Donc, il faut une agence nationale de maîtrise de l'eau qu'on appelle ANAME, pour reprendre les zones de l'ANAME. Où on mettra beaucoup d'argent pour maîtriser l'eau. Parce que 25% de la population travaille sous pluie, pendant l'hivernage. On ne peut pas faire une activité agricole pendant l'hivernage et gérer les 9 mois qui restent. Ce n'est pas possible. Donc si on ne peut pas faire l'agriculture sur les 12 mois, si on ne peut pas maîtriser l'eau, on n'aura pas un fondement d'une vision agricole qui peut atteindre les objectifs de croissance que nous voulons dans notre programme Natanga Sélection. Donc l'agriculture, c'est le moteur de la croissance économique. Nous avons dit que, en fait, les bassins de rétention, les cours d'eau est là. Le président Ablaye a fait des efforts sur les lacs et les cours. Il faut faire revenir ça. Les fleuves, OMVS, le fleuve de Gambie, tous ces cours d'eau, il va falloir qu'on mette des moyens pour l'irrigation. Mais pour pouvoir faire de l'irrigation, il faut que les matériaux qui sont utilisés dans l'irrigation soient produits au Sénégal. Donc, pour aller simplement vers ce nationalisme économique qui doit augmenter la production nationale. Si on ne travaille pas sur la production nationale, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas quand même jouer sur notre déficit commercial, qui est à 400 milliards, qui évolue à 5% chaque année, mais c'est à 8-9% parce que si on met tous ces déficits extra qui tournent autour du déficit global des entreprises, si on le met avec le déficit de l'État, on est à 600 milliards de déficit. Non, bon, les chiffres c'est 340, 50 milliards, mais bon, on est à plus de 600 milliards de déficit. Le Sénégal est un pays de commerçants. Et malheureusement, nous vendons des produits étrangers. Et je pense que j'ai eu un débat avec le ministre des Finances sur leur vision de la douane. Moi, je ne crois pas aux recettes de la douane. Parce qu'un pays qui se glorifie d'avoir des recettes douanières de 1000 milliards, ça veut dire que les importations ont augmenté de manière gravissime. C'est-à-dire, si on applique notre vision de la production intérieure, les recettes douanières doivent diminuer. C'est-à-dire, nous, dans notre programme, on doit quitter 1000 milliards de recettes douanières pour aller à 300 milliards de recettes douanières. On doit diminuer les recettes douanières. C'est ça notre vision de la production intérieure. Maintenant, si les Sénégalais doivent appréhender notre programme national du Sénégal, il faut qu'on accepte aussi de consommer ce que nous produisons. Si on ne consomme pas ce que nous produisons, ce sera très difficile de jouer sur la production nationale et de faire de l'agriculture l'un des moteurs de la croissance économique. Ce sera impossible, d'ailleurs, il faut le dire, ce sera impossible d'atteindre ce objectif. Sur le plan des ressources pétrolières et gazières, nous avons proposé une répartition juste des ressources pétrolières et gazières
par un fonds national qu'on va créer de répartition des ressources. Donc 20% de ces ressources vont être distribuées aux communes, aux collectivités territoriales. L'État a fait voter une loi qui répartit à 70% dans le budget primitif les ressources, 21% pour le fonds de souverain, le fonds souverain. On ne sait pas qui sera placé où, qui gagnera les intérêts de ce fonds souverain, on va en faire quoi? Nous on a dit que pour un fonds souverain, mieux vaut anticiper sur les secteurs sociaux. C'est pour cela qu'on a dit que nous allons orienter les 20% du pétrole et du gaz vers les collectivités territoriales. Et demander aux collectivités territoriales de construire des écoles et des hôpitaux. Secteur éducation et santé. Orienter, un fonds orienté, ce n'est pas un fonds spécial. Un fonds orienté vers l'éducation. Nous avons des abris provisoires, 15% des abris provisoires encore. Il y a des postes de santé qui n'ont pas encore de maternité. Nous avons dit que tous les postes de santé auront le minimal en termes de laboratoire d'analyse minimale et une maternité sur les 552 communes du Sénégal. C'est ça le projet que nous le proposons. Nous avons dit également que sur la politique territoriale, la capitale de Dakar sera prolongée jusqu'à Mbour. Ce n'est pas parce que j'habite à Mbour, c'est une conviction que je porte depuis des années. Ça aussi c'est un débat. Parce qu'à Lagos, à 600 km, on est dans la capitale. On peut avoir une capitale de 100 km. On quitte, on est à Diamniadio, on nous dit que Dakar est fini. On va aller jusqu'à Mbour. Pour revenir de Cap-Vert, la grande capitale. Parce qu'on a l'aéroport qui est à Mbour, de Dias. On a les hôtels 5 étoiles qui sont à... Donc, pour gérer cette homogénéité de la capitale, nous allons proposer à ce que la capitale soit prolongée jusqu'à la petite côte. Pour maintenant se répartir toutes les ressources en termes d'impôts locaux également. C'est vrai que je disais à mon ami Barthélémy Diaz il y a 2 ans que ce n'est pas parce que vous avez le siège de la Sonatel que les impôts directs de la Sonatel doivent rester en Mermoz. Ça n'a pas. Les impôts doivent être partagés au niveau national. L'aéroport de Dias est un ouvrage national. Ces impôts, directs ou indirects, doivent être bénéficiés à toutes les communes du Sénégal. Ce n'est pas Dias exclusivement. Donc tous les investissements publics de grande envergure, des projets de l'État qui coûtent des milliards, en fait le siège ne déterminera pas l'assiette fiscale. C'est ça qu'on a dit. Donc ça c'est en fait sur le plan territorial. Nous avons dit qu'on va créer 6 pôles territoriales. Et là je l'ai repris du programme de mon ancien mentor. Je ne me gêne pas de dire que la base quand même de mon programme, c'est l'empirisme que j'ai vu également. Moussa Wagnès l'avait proposé en 2012. Je faisais partie des cadres qui avaient travaillé sur ça. Je l'ai repris. Et c'est une conviction que je porte depuis 2012. Que le Sénégal, on doit aller à 6 territoires. Parce que, bon, Dakar, Thiès, Diourbel, mon territoire qui va travailler sur l'agriculture, Kaolack, sur l'agriculture, sur la transformation industrielle, sur la production. La vallée Saint-Louis, Matam, va travailler sur l'agriculture, les Niayes, donc l'industrie, Tambacounda, les mines, Tambacounda, Kédougou, par terroir. Chaque terroir, composé de 3 régions, sera déterminé par en fait, l'activité économique de ces territoires. Et puis, on mettra une harmonisation de l'activité économique. Ça, c'est les 6 territoires que nous avons proposés dans le livre. Nous avons proposé le service militaire obligatoire pour les élèves de la zone ou la terminale. C'est-à-dire que le service militaire sera en fait un moyen de discipliner, parce qu'on a un problème d'orientation avec notre jeunesse également. C'est-à-dire qu'il faut quand même, au-delà de ce que nous faisons, qu'on essaie d'aller vers l'éducation civique, qu'on essaie de travailler sur le patriotisme, qu'on essaie de travailler sur la discipline. Et je pense que l'armée, en fait, nous savons tous que c'est un moyen qui permet d'accepter la contradiction, d'accepter
en fait, la souffrance acceptée pour les jeunes. Et ça va les servir après. Parce que bon, ça leur permettra d'avoir un dos rond et puis de se préparer pour l'avenir, pour les grands chantiers de l'université qui s'ouvrent à eux. Pour cela, nous avons proposé le service militaire obligatoire pour les élèves avant d'aller à l'université. Nous avons, dans le livre, travaillé sur une inversion qui peut se faire comprendre. Parce qu'on a donné notre programme avant de faire le diagnostic de la situation économique. Parce que souvent, les manuels classiques de programme, on fait la situation du diagnostic de la situation du pays. En fait, on critique le pouvoir, on critique le PSE avant de donner nos recommandations. Nous, on a donné nos recommandations avant de faire la critique. La critique, on l'a fait en conclusion. On a fait exprès de faire cette critique en conclusion. C'est pour montrer que notre programme est plus important dans le contexte actuel que la critique. Bon. Nous sommes l'école nationale d'administration sera remplacée par l'école supérieure des cadres de l'administration et du privé. Les enseignements seront partagés partout parce que bon, un préfet peut être sortant de l'ESCAP, un préfet peut être sortant de l'IAM, de l'ISM. Il y a des fonctions dévolues qui étaient dévolues à l'ENAM qui seront données à la possibilité à tout le monde. Quelqu'un qui a envie, qui a fait des études dans les institutions agréées dans l'ESCAP et dans les écoles de formation agréées par l'État, s'il a envie d'être douanier, il fera le concours de douane pour être douanier. Donc on ne peut pas exclusivement laisser l'ENAM à des fonctions régaliennes, comme ça. Donc pendant presque l'évaluation depuis 60 ans. Il y a quelqu'un qui me disait qu'ils sont moins de 3000, mais bon, évaluer ce que les fonctionnaires ont fait depuis presque 60 ans dans ce pays, qui veulent orienter leurs enfants dans l'éducation coranique, donner la possibilité, avec les daras, avec les frères généraux, de trouver quand même des moyens pour que ces parents-là puissent faire. Donc c'est pour cela qu'on a proposé l'intégration des enseignements coraniques et catéchisme dans le cycle élémentaire du CI au CM2. Ça soit du CI au CM2 qu'on puisse enseigner. Donc sur le plan de l'assurance maladie, la santé, on en vient, parce qu'on est en train de faire. Il y a l'assurance maladie, donc la couverture maladie universelle. Nous, on travaillera sur l'assurance maladie universelle. C'est différent. Parce que la couverture maladie universelle, c'est une agence qui travaille sur des offres pour aider les moins de 5 ans et avoir des tickets de consultation et quelques soins primaires. Mais nous avons dit que nous avons fait une solidarité pour que les Sénégalais qui ont la possibilité de payer une assurance maladie, ceux qui ont à des niveaux de rémunération puissent assurer ceux qui n'ont pas de rémunération. Ça se fait en France, ça se fait dans tous les pays. Ça dit que c'est comme ça, il y a une assurance maladie, il y a des gens qui cotisent. Mais ceux qui ne peuvent pas cotiser, mais ceux qui ont les moyens, cotisent pour eux. C'est ça la solidarité de l'assurance maladie de l'avenir. C'est pour cela que nous avons proposé un système d'assurance maladie nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui a fait un accident entre Kaolack et qui n'a pas de moyens, à l'hôpital, on le prend en charge. Et l'assurance maladie nationale va prendre en charge cette personne-là sur la base des cotisations de Koudiaby qui est député. Et d'autres. Voilà. Donc, on mettra une assurance maladie nationale de solidarité pour tout le monde. Donc, comme ça se fait dans certains pays, Canada, France, donc c'est le système d'assurance maladie qui est utilisé. Nous avons également proposé avancer un peu sur l'accord 60. On va terminer là-bas. Entre 60 et 63% qui ne sont pas dans l'assainissement. Donc, si on veut aller à 60% d'assainissement en 2029, il va falloir qu'on propose l'assainissement individuel et collectif. C'est-à-dire une agence nationale qui gère l'assainissement individuel et collectif. C'est-à-dire que le monde original a besoin d'assainir son quartier, avec quelques maisons qui sont autour de lui, on l'accompagne. Donc que les initiatives se prennent au niveau des quartiers et qu'on les encourage, qu'on les aide, que l'assainissement soit décentralisé, que l'assainissement ne soit plus une affaire d'agence nationale.
que les gens prennent leur propre assainissement parce qu'en réalité, c'est une affaire de bien-être. C'est comme si nettoyer ta maison, c'est aussi nettoyer le quartier. Donc ça, c'est en fait la vision que nous avons. 42 kW. Maintenant, du 1er au 5, tu as 47. Bon, après le 5, tu as 27. N'est-ce pas, c'est ça? 27,7 sur les 5000 kW. Une famille minimale qui a un ventilo ou un réfrigérateur, une télévision et des lampes consomme en moyenne 5 kW par jour. Ils ont 1300. 1300, c'est en fait le déjeuner d'une famille. Donc ça veut dire qu'on consomme plus d'électricité qu'on mange à midi. Donc ça aussi, c'est un grand problème qu'il faudrait régler. Et on a du soleil, on a de l'eau, et jusqu'à présent, les énergies renouvelables ne sont pas exploitées à outrance. On doit exploiter l'énergie solaire. Ouais. Le central de Malikounda, 60 000 MW, c'est bien, il faut faire ça dans toutes les régions du Sénégal. Pour que, en fait, qu'on puisse avoir de l'électricité déjà à partir du solaire. On n'a pas besoin de nous dire qu'on a 285 milliards qui sont arrivés hier sur le port de Dakar, de l'investissement de la Sénélec, sur le gaz to power. Parce que la matière première qui va être utilisée maintenant, ce sera le gaz. Alors que dans le contexte national, on a besoin de vendre notre gaz. Non, franchement, souvent on n'est pas d'accord du tout. On a du soleil, on a de l'eau. Il faut développer l'énergie hydraulique, développer l'énergie solaire et vendre notre gaz pour augmenter notre capacité, notre richesse nationale. Parce que le gaz va être plus cher que le pétrole. Alors, nous, on est même, on est quatrième puissance gazière. En 2024, on sera quatrième puissance gazière. Donc, pour vous dire que le gaz to power, bon, la ceinture des infrastructures d'autoroute au Sénégal, il faut les encourager. C'est là où nous dirons que sur le bilan de l'autoroute, Benno Bokk Yakaar, le régime Macky Sall a fait des résultats. On n'est pas tout à fait aussi nihiliste parce que l'autoroute Ila Touba, Saint-Louis, Tivaouane Saint-Louis est lancé, Mbour Kaolack Fatick est lancé. Nous pensons qu'il faut continuer la ceinture Tamba Kédougou et aller à Ziguinchor, tourner vers Matam, Podor, Kanifing et Libyo pour avoir la ceinture des autoroutes. Parce que cette ceinture va nous permettre, surtout, en fait, le transport des biens. Et je veux dire, le sac de riz coûte peut-être 22 000 à Dakar, mais pour des raisons de transport, souvent ça coûte 27 000 à Ziguinchor. Donc, pour régler ces disparités-là dans la consommation, il faut développer la politique infrastructurelle au niveau des routes. Là, notre option sur la ceinture des autoroutes, je pense qu'il va falloir l'améliorer. Sur descendez sur la partie du sport. Comme la santé, 4,8%. Mais vous savez, il faut faire très attention sur ceci. C'est très difficile d'avoir des chiffres au Sénégal, parce que l'ANSD a des chiffres de 2022. J'ai fait, je pense qu'il y a un cas du parti qui travaillait sur ces chiffres-là, mais jusqu'à présent, on n'a pas de chiffres de 2023. Donc je suis confronté. Il y a beaucoup de chiffres au Sénégal, malheureusement, qui sont faux. On nous dit qu'on a dépassé les 15% par exemple du ministère de la Santé en termes des obligations sous-régionales. On n'a pas encore dépassé. Parce qu'en fait, on est à 4,8% des dépenses publiques. Parce qu'on est à 1300 milliards de dépenses publiques. Le budget du ministère de la Santé, c'est 242 milliards. Quand vous faites 242 milliards, vous êtes à 4,8%. Même chose au ministère des Sports, on est à 0,6% des dépenses publiques. Mais pas du budget national. Parce qu'on dit que bon, voilà, on est à 0,6% de 6 400 milliards du budget national. Si on est à 1%, on est à 640 milliards. Donc, voilà, donc le budget de l'éducation des sports va évoluer à 1,5.
1,5 du budget national, pas de la dépense publique. 1,5 du budget national, ça va tourner autour de 700 milliards. Pour faire ce qu'on a fait à Diamniadio, pour faire ça dans toutes les régions du Sénégal. Le stade de Diamniadio, pour travailler sur l'économie du sport. Le sport maintenant, c'est une économie. Tous ces clubs qui ont des joueurs, bon, il faut travailler sur l'économie du sport. C'est cette conception-là que nous avons du sport. Nous genre donc on ne mettra pas dans notre livre genre. On a dit équilibre entre hommes et femmes, voilà, prise en charge de la discrimination positive. Donc tout ça, donc l'aspect. Parce qu'en fait, pour revenir sur cette loi, mais il se peut que les femmes qui doivent avoir des responsabilités soient plus nombreuses que les hommes. La parité, c'est une forme de discrimination contre les femmes. Parce que les femmes peuvent être plus nombreuses dans les postes de responsabilité. Donc pourquoi si les femmes doivent être 70% dans les postes, on les limite à 50%? Donc cette loi doit être discutée entre acteurs politiques, entre acteurs des mouvements féminins, entre acteurs, pour trouver en fait, un paradigme qui nous permet sous forme de consensus. Allez-y, par la fin. Je pense que Jakarta, bon voilà, il faut que quand même qu'on essaie d'aider les jeunes à sortir de cette vision facile de l'emploi. Une activité de Jakarta ne peut pas être pérenne de manière globale. Plus de 50% des jeunes qui s'activent de manière facile, au lieu d'aller vers l'agriculture de périmètre, préfèrent acheter un Jakarta de 250 000 et travailler sur ça. Donc, nous voulons prioriser en reconversion, d'ailleurs, ces Jakarta-man-là, en agriculteurs, en farmers, en leur donnant des copropriétés, avec des titres qui seront répartis, comme disait. Parce que je dis aussi, nous